Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui, c'est présentation de Limite, le dernier jeu de la maison d'édition Ludonote. Allez, c'est parti! Dans Limite, de l'auteur Alexandre Poirier, vous êtes à la tête d'une nation où chacune de vos décisions politiques va influencer non seulement votre population et vos productions, mais aussi l'équilibre du monde des autres nations. Il s'agit d'un jeu compétitif se déroulant entre les années 1850 et 2060, depuis donc le début de la révolution industrielle jusqu'à un futur proche, le tout dans notre système mondial contraint par des ressources planétaires limitées. Le jeu se déroule en 7 générations maximum, la fin de partie pouvant survenir avant la 7e manche si au moins 4 crises sont déclenchées. Et c'est la nation finissant avec le score le plus élevé qui remporte la partie. Une fiche de score permettant de compter les points et de garder un historique de vos parties. Et voyons d'abord la mise en place. Il suffit de suivre les instructions en commençant par le plateau marché. Celui-ci représente le marché international avec les cours des différentes ressources. En vert, les ressources renouvelables. En bleu, les ressources industrielles. Rouge, les ressources militaires. Et en noir, les ressources fossiles. Au début du jeu, il y a 3 ressources de chaque type disponibles dans le marché. Ici, les 3 ressources fossiles, et ici, les autres ressources, comme on peut le voir sur le curseur au niveau 3. On trouve également des jetons pollution et des jetons déstabilisation, une réserve de colonisation avec des jetons de territoire et des ressources fossiles. Ensuite, chaque nation prépare son plateau, comme indiqué, des cubes d'usine vert, bleu et rouge, en respectant la position de départ. C'est assez simple, il suffit de visualiser le point noir, qui est donc la position de départ. Idem pour la population, sur le niveau 2. Des ressources de départ, renouvelables à 2, industrielles à 1 et militaires à 0. Des ressources fossiles, au nombre de 8. 5 territoires qui représentent les territoires de votre nation. Les niveaux de vie de votre population, toutes au niveau 1, avec la classe A, dite aussi les ultra riches, la classe C, la classe moyenne, et la classe E pour les pauvres, B et D étant des intermédiaires. 5 jetons transition démographique, sur la 3e position, enfin le cube désordre social, sur la position centrale de son échelle. Et chaque nation commence avec 5 millions, sur un total de 114, les 109 restants étant dans la Banque mondiale. En effet, l'argent étant en circuit fermé. Chaque nation a ses 4 cartes de départ, représentées par le symbole drapeau. Également, on place sur le côté les 3 cartes accès au marché, robotisation et destruction massive, qui pourront être gagnées pendant la partie. Et on place les 3 paquets de cartes politiques, société, armée, économie et production, à côté du plateau nation. Comme je l'ai dit, le jeu se joue en 7 générations maximum, et on commence toujours par une phase politique, puis sociale, et enfin internationale. On commence donc par la phase politique. Pour cela, on va utiliser le marqueur pour suivre la colonne correspondant au niveau de vie de la classe sociale A. En début de partie, chaque nation commence au niveau 1. Il suffit de placer le curseur sur la colonne niveau 1 et de suivre les étapes les unes après les autres. On commence par les avancées technologiques. Pour l'instant, aucune. Mais on voit que si une nation se trouve au niveau 2, elle gagnera une carte avec ce symbole, puis au niveau 3, cette carte, et enfin au niveau 4. Ces cartes correspondent à celles qui ont été placées et mises de côté. Accès au marché correspond donc à ce symbole que l'on retrouve ici, mais donc pour l'instant, pas d'avancée technologique. Ensuite, nouvelle politique. On va choisir un paquet, piocher 5 cartes du dessus, en choisir et en garder une seule, que l'on rajoutera à sa main. Pour cela, chaque nation prend un paquet de son choix. Par exemple, pour la première nation, dans le paquet société, prend 5 cartes
du dessus du paquet, comme je l'ai dit, retourne ses cartes et choisit une carte à garder. Elle choisit consommation raisonnée, qu'elle met dans sa main. Les autres cartes sont ensuite placées sous le paquet respectif et en choisissant leur ordre. La deuxième nation fait de même, mais choisit dans le paquet production. 5 cartes. Et elle prend surproduction, qu'elle place dans sa main. De même, elle choisit les cartes qu'elle place dans un ordre sous son paquet. Production verte, par exemple, puis production délocalisée, nettoyage de la planète et soft power. Ensuite, on fait la capacité d'action politique, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de cartes maximum que l'on peut avoir en main. Ici 5, mais plus tard 6, voire 7, et même 8. 5 cartes. En effet, chaque nation a bien 5 cartes maximum. Si une nation avait plus de cartes, elle devait défausser sous leur paquet respectif. Et enfin, le cœur du jeu, les décisions politiques. Chaque nation va jouer 2 cartes, où une carte est passée, ou passée. Le jeton leadership a été donné à une nation. Ce sera donc elle qui démarrera la partie. Elle prend ses cartes en main et elle décide de jouer en premier scolarisation. 1 million par niveau de population et on augmente le niveau de vie d'une classe sociale. Ici, 2 en population, il faut donc payer 2 à la Banque mondiale et on augmente le niveau de vie. Il y a une règle spéciale sur l'augmentation ou la baisse de niveau de vie d'une classe sociale. Les ultra riches en classe A ne peuvent jamais être en dessous des autres classes. De même, la classe E, les plus pauvres, ne peuvent jamais être plus riches que les autres classes. Et le principe est le même pour les classes B, C et D. Ici, pas le choix, il n'y a que la classe A qui peut être montée d'un niveau de vie et qui passe au niveau 2. Et en deuxième action, elle joue consommation raisonnée, qui demande de désordre, mais qui permet à la phase consommation de dépenser des ressources industrielles avec population moins 1, c'est-à-dire on considérera le niveau de la population un cran en dessous. Donc si on est au niveau 2, ce sera 1, si on est au niveau 10, ce sera 5 par exemple. On remarque que cette carte a un sablier, ce qui veut dire qu'elle a un effet permanent. Elle va donc rester active toute la partie pour cette nation. La carte est placée sur le côté, contrairement aux cartes avec ce symbole, qui elles sont reprises en main à la fin de chaque génération. Le désordre social augmente de 2. Cette nation a joué 2 cartes. On passe à la nation suivante. Elle va d'abord jouer industrialisation. Elle va monter un niveau de production de son choix, puisque l'usine est noire. Si elle fait monter cette usine, ça lui coûtera 2 millions. Par contre, les 2 autres ne coûteront qu'1 million, comme indiqué en dessous. Elle fait monter la production de ressources militaires. Cela lui coûte 1 million pour la banque. Et en deuxième action, elle fait une surproduction qui fait monter le désordre social de 1, mais qui lui permet de faire une production immédiate de ressources industrielles ou militaires. 1 point de désordre social, et ce sera 2 points de ressources militaires. On déplace le curseur jusqu'à 2. À noter que si le curseur dépasse 9, il suffit de retourner pour avoir les dizaines, et il existe aussi des curseurs 20, 30 et plus ressources, bien sûr. Elle a fait ces 2 cartes. On revient sur la nation numéro 1, qui va faire dépenses publiques pour baisser son désordre social de 1, mais cela lui coûte 1 million par population. 2 populations, donc 2 millions, et le désordre social descend d'un cran. La carte est placée sur le côté, et enfin, en deuxième carte, artisanat, pour 1 million, ce qui permet
de gagner immédiatement 2 ressources au choix. Ce sera 2 ressources industrielles. De 1, on passe à 3. À la nation numéro 2, qui va faire scolarisation pour 2 millions. Et il monte aussi son niveau de classe sociale A. Et dépenses publiques, également 2 millions, pour baisser son désordre social. C'est à nouveau à la nation 1, qui n'a plus d'argent, elle ne peut donc pas jouer industrialisation, elle passe. La nation 2 ensuite, de même n'a pas d'argent, elle ne peut pas jouer artisanat, elle passe également. La phase politique est terminée, on passe à la phase sociale. Premièrement, on regarde le niveau de vie de la classe C, la classe moyenne. Les 2 nations sont au niveau 1, comme on peut le voir. On place donc le curseur sur la première colonne et on descend. Premièrement, c'est alimentation. Il faut nourrir la population. Une ressource renouvelable par niveau de population. Niveau 2 et niveau 2, il faut donc consommer 2 ressources, comme ceci. Comme on peut le voir, il y a une croix noire sur le côté, ce qui veut dire pénurie. C'est-à-dire que si on ne peut pas alimenter totalement sa population, on se réfère à la pénurie correspondante. Pour chaque niveau de population qui n'aurait pas été nourri, on devait perdre un niveau de population, prendre 3 points de désordre social et fermer une usine. Pas de pénurie pour l'instant. Ensuite, conservation, c'est-à-dire on ne peut garder que 10 ressources de type renouvelable. Actuellement, les 2 nations sont à 0. Ensuite, consommation. Actuellement, pas de consommation, mais on s'aperçoit sur la colonne 2, la classe moyenne va vouloir commencer à consommer des biens de luxe. Ici, ce serait 1 par niveau de population moins 1. Actuellement, population à 2, ça voudrait dire consommer 1. Et une population à 10 voudrait dire consommer 5. Il y a une petite étoile noire pénurie, et dans ce cas-là, il faut se référer à la case correspondante. Pour chaque niveau manquant, 2 points de désordre social, et on perd un niveau de vie. Et on voit que la consommation ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que la classe moyenne monte son niveau de vie. Mais pour l'instant, pas de consommation. Ensuite, on passe à la croissance démographique. Sur la colonne 1 et 2, la croissance démographique est obligatoire. À partir de la 3e colonne, il n'y a plus de croissance démographique. Croissance démographique de 1, donc chaque nation augmente de 1 sa population. On regarde la baisse de la mortalité. Si une nation a 2 jetons de type transition démographique sur son plateau, elle doit augmenter sa population. Et ensuite, baisse de natalité. Si une nation a 1 ou 2 jetons démographiques, elle les défausse définitivement. Ces jetons sont récupérés lorsqu'une classe sociale atteint le niveau 3. Dans ce cas, on place le jeton à cet emplacement. On enchaîne avec la croissance économique. On augmente la production de ressources renouvelables. Mais on voit que selon le niveau, on va augmenter 2 types de production, ou un au choix, et enfin, au niveau 4, on ferme une usine de production, industrielle ou militaire. Comme nous sommes toujours au niveau 1, chaque nation augmente de 1 sa production, comme ceci. À noter qu'il n'est pas possible de dépasser le nombre de territoires de sa nation. C'est-à-dire que si on veut atteindre le niveau 30, il faudra récupérer un territoire, notamment par une carte rouge de type colonisation. Ensuite, on passe à imposition. Actuellement, les impôts sont de 2 millions par population, mais on voit que l'on peut atteindre jusqu'à 5 millions. Chaque nation récupère donc l'argent de la Banque mondiale. 3 fois 2, 6, donc 6 millions sont récupérés par les 2 nations. On continue avec la production. On va donc produire par rapport à nos usines, ici, 3 ressources renouvelables,
on augmente au curseur de 3, une ressource industrielle et une ressource militaire. Une ressource industrielle et une ressource militaire. De même pour la nation 2, attention, arrivé à un certain niveau, la production de ressources consommera des ressources fossiles, mais créera aussi une pollution. Ici, une ressource fossile, puis 2, 3, voire 10. C'est-à-dire que l'on devra consommer autant de pétrole que nécessaire et prendre des jetons pollution qui représentent bien sûr la pollution créée par vos usines. Et s'il n'y a pas assez de pétrole, on doit faire la pénurie de pétrole, comme indiqué ici par une petite croix. On devra prendre 2 points de désordre social et fermer une usine pour chaque niveau où l'on n'a pas pu fournir de pétrole. Ensuite, après les productions, on passe à l'ordre public. On va vérifier où se trouve notre désordre social. S'il est en révolte, en progrès ou en essor. En révolte correspond au cube dans une de ces 2 positions. En essor, c'est sur ces 2 positions. Et en progrès, c'est en intermédiaire. En progrès, ce qui est le cas ici pour les 2 nations, chaque nation monte un niveau de vie. Par contre, en révolte, il faut envoyer l'armée. Et quand on est en essor, on gagne un niveau de vie et un bonus en argent. Chaque nation a le choix soit de monter sa classe A d'un cran ou sa classe B. En effet, comme je l'ai dit, la règle interdit de monter des classes inférieures au-dessus d'une classe supérieure. Donc ni C, ni D, ni E ne peuvent avancer. Ici, ce sera la classe B. Et pour cette nation, ce sera la classe A. Et dans ce cas-là, le jeton démographique est récupéré. On fait ensuite la lutte des classes, c'est-à-dire que l'on fait le désordre social A-E. En effet, on regarde le niveau de la classe sociale E par rapport à la classe sociale A. Les plus pauvres et les ultra riches. Ici, un écart de 1, donc 1 point de désordre social. Et ici, un écart de 2 points de désordre social. Une règle particulière, si on atteint son maximum et qu'on gagne encore du désordre social, on prend des jetons de déstabilisation que l'on place à côté de sa nation. Enfin, on termine la génération avec la phase internationale. Premièrement, la guerre froide. Si une nation a 15 ressources militaires ou plus, elle prend 1 point de déstabilisation. On regarde s'il y a des crises. Pour l'instant, aucune crise n'a eu lieu sur la première génération, mais nous en parlerons juste après. Il y a une variante avec les alliances, mais pour votre première partie, vous pouvez l'ignorer. Et enfin, on vérifie, fin de partie, 4 crises ou 7 générations. La première génération est terminée. On retourne le jeton pour indiquer que l'on passe en 1890-1910. Et le jeton leadership est donné à la nation suivante. Et on reprend la phase politique. Cette fois-ci, il y a des différences entre les nations. La nation 1 a une classe ultra riche de niveau 2, alors que celle-ci a une classe ultra riche de niveau 3. Il y aura donc des différences à respecter. Par exemple ici, cette nation gagne la carte accès au marché, piochera 5 cartes dans un paquet de son choix et en gardera une, et aura droit à 6 cartes en main. Alors que cette nation piochera l'accès au marché plus robotisation, piochera dans un paquet 5 cartes et en gardera 2, et aura droit à un maximum de 7 cartes en main. Et les générations vont donc s'enchaîner jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, il y ait 4 crises ou que les 7 générations soient terminées. Regardons les crises. Il y a 3 types de crises représentés par ces jetons. D'abord, la crise financière. S'il n'y a plus d'argent dans la Banque mondiale. Dans ce cas, on place un marqueur crise financière sur la génération en cours. Par exemple, si la crise a eu lieu en 1880-1910. Puis, toutes les nations rendent 1 million par population fois le nombre de crises type financière. Actuellement, une seule crise financière, donc ce serait 3 millions
rendu de chaque nation. Puis, chaque nation perdrait un niveau de vie, en respectant bien sûr la règle entre les classes sociales. On regarderait ensuite qui est majoritaire en millions. La nation correspondante prendrait 2 points de déstabilisation, ou 1 si égalité. Il peut y avoir également une crise de type écologique, s'il n'y a plus de pollution sur cet emplacement. Dans ce cas, toutes les nations perdent une production de ressources renouvelables par crise écologique et un territoire, c'est-à-dire le territoire le plus élevé est définitivement pollué, il est donc retiré de la partie, et comme je l'ai dit, une production de ressources renouvelables est réduite d'un niveau. Ensuite, on regarde qui est majoritaire en pollution, il perd un niveau de population, son niveau de vie de la classe la plus élevée perd un cran, la nation doit rajouter 3 points de désordre social. Et enfin, les autres nations, avec 2 rangs de moins en population que le majoritaire, récupèrent un niveau de population. Et bien sûr, on doit placer le jeton crise sur la génération en cours. La troisième crise peut être de type militaire, s'il n'y a plus de jetons de déstabilisation sur cet emplacement. Toutes les nations perdent un niveau de vie de la classe la plus pauvre par jeton de crise. Il faut dépenser des ressources militaires par rapport à son niveau de population, avec population moins 1. Actuellement 3 populations, donc 2 militaires. Et il y a une croix, ça veut dire que si ce n'est pas possible, on regarde les effets d'une pénurie militaire. Ici, on perd un niveau de vie, et bien sûr, par niveau que l'on n'a pas pu résoudre. Puis, chaque nation remet un jeton déstabilisation dans la réserve, donc ici. Et enfin, on regarde qui est majoritaire en déstabilisation. La nation perd un niveau de population. Voilà donc pour les règles de base du jeu limite. Il existe des variantes. Comme je l'ai indiqué, il s'agit des alliances, qui permet de faire donc des alliances entre les nations. Les alliances sont de type militaire et économique, ce qui permet à des nations alliées de s'entraider dans ces 2 domaines. Enfin, nous allons parler du scoring final. Je rappelle que la partie s'arrête lorsqu'il y a eu 7 générations ou au moins 4 crises. Dans ce cas, on doit faire un test de résilience pour chaque nation, afin de déterminer sa robustesse pour les générations futures. C'est-à-dire qu'on refait les étapes d'alimentation, consommation et production. Il existe une fiche de score qui permet de garder un historique de chacune de vos parties. Le comptage des points s'effectue de la manière suivante. Premièrement, on fait le bonheur intérieur brut. C'est-à-dire qu'on calcule le niveau de vie des classes A, C et E que l'on rajoute. Ici, par exemple, 2 plus 1 plus 1, ce qui ferait 4. Et pour notre nation, 5. On multiplie la somme par l'indice démographique. Actuellement, 3 millions d'habitants, multiplicateur de 1. Mais si on arrive à 50 millions d'habitants, on a un multiplicateur de 5. Puis la puissance financière. On regarde le nombre de crises que l'on soustrait au chiffre 5. Si cette valeur est négative ou nulle, l'argent ne vaut plus rien. Par contre, s'il n'y a eu que 4 crises, par exemple, chaque 10 millions vaut 1 point. S'il n'y a eu que 3 crises, chaque 10 millions vaudra 2 points, etc. Puis, les territoires, on gagne 5 points pour chacun des territoires encore présents sur sa nation. Ici, 4, donc 4 fois 5, 20 points. 1 point par 3 en ressources militaires, présents en stock. Et après, l'impact historique, c'est-à-dire qu'on perd 2 points par jeton pollution en sa possession, et 1 point par jeton déstabilisation. Donc attention, la pollution et la déstabilisation peuvent vous faire perdre beaucoup de points. Et comme je l'ai dit, la fiche de score reprend tous ces éléments, et en faisant le total, on détermine quelle nation a gagné la partie. Et en cas d'égalité, la victoire est partagée. Alors, je ne donnerai que peu de conseils, car le jeu donne à expérimenter, à tester et à découvrir différentes voies de développement. On peut commencer sagement en développant sa nation, ou bien en lançant des actions militaires et économiques contre ses voisins, notamment grâce à certaines cartes, comme terrorisme, annexion territoriale, opérations militaires, etc. Pensez quand même à poser des cartes à effet permanent, car elles ne compteront plus dans votre limite de main et pourront vous donner des effets intéressants pour la suite de la partie.
Surveillez bien l'évolution de votre classe moyenne C, car comme on l'a vu, elle vous demandera un nombre plus ou moins important de ressources fossiles, mais aussi des ressources industrielles, et elle déterminera votre croissance démographique et économique, ainsi que votre imposition. Attention aux crises qui peuvent vous faire régresser en termes de niveau de vie et de population. Essayez de les anticiper au mieux. Et de manière générale, votre nation atteindra un pic de développement vers la 5e ou 6e génération, puis aura tendance à diminuer progressivement. Comme vous avez pu le voir, Limite est un jeu atypique, qui a aussi pour objectif de vous sensibiliser sur le rapport Meadows, publié en 1972, et les limites de la croissance dans un monde fini. Un jeu résolument porteur d'un message sur les enjeux sociétaux et écologiques actuels et futurs, et qui est aussi un clin d'œil à la fin du parcours de la maison Ludonote dans le monde ludique. Côté mécanique, on notera le système à base de cartes, dit aussi Card Driven, qui fonctionne très bien, avec de vrais choix à faire, que ce soit dans les 3 paquets de cartes et dans les actions à réaliser avec. L'interaction est assez forte, notamment avec les cartes de type armée et économique, ainsi que sur le marché, avec l'achat et la vente de ressources, notamment grâce à la carte Accès au marché, qui permet de faire une transaction. Les prix d'achat et de vente étant fonction de la position du cube correspondant. En acheter bien sûr en fonction du stock disponible et en vendre en fonction de mon propre stock. Et ne vous étonnez pas si sur votre première partie, vous finissez le jeu avant la 7e génération, car ce n'est pas facile d'aller jusqu'au bout, à moins que chaque nation soit la plus vertueuse possible dans son développement. En effet, contrairement aux jeux de civilisation classique, le jeu ici vous fait percevoir les limites de croissance et de développement dans un monde fini. Bref, une expérience intéressante à découvrir afin de tester différents scénarios possibles au fil des parties. En résumé, Limite est un jeu de développement de nation, de niveau expert léger, pour 1 à 6 personnes, et qui vous demandera 2 à 3 heures par partie. D'ailleurs, je vous recommande d'y jouer à 3 ou 4 pour votre première partie. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.